De leur apparence impeccablement soignée, à leur côté pétillant et sociable qu'ils montrent lors des interviews, chaque partie de la vie d'une célébrité a été précisément organisée pour les rendre aussi parfaits que possible. Malgré le vernis, cependant, l'héritage de certaines célébrités a été terni après qu'elles ont été prises en train de commettre des crimes horribles, les laissant être le plus souvent rappelées pour les horreurs qu'ils ont infligées à d'autres, plutôt que pour leur talent. Rejoignez-nous dans l'épisode d'aujourd'hui, où nous explorerons quelques-uns de ces cas en examinant les histoires de 3 célébrités qui ont tué des gens. Vince Neil. Né le 8 février 1961, Vincent Neil Wharton a passé une grande partie de son enfance à déménager dans le sud de la Californie. Bien qu'il soit né à Hollywood, LA, il a passé du temps dans des endroits comme Inglewood et Watts avant que sa famille ne s'installe dans la ville de Glendora dans le comté de Los Angeles. Enfant, il avait divers centres d'intérêt. Il aimait le surf, le baseball, la lutte et la musique. En 1981, Neil est devenu le leader du désormais célèbre groupe de heavy metal Motley Crue, qui, à l'époque, venait de se former et cherchait encore ses marques. Motley Crue est depuis devenu l'un des groupes de métal les plus établis au monde, ayant vendu plus de 100 millions de disques et obtenu 7 certifications de platine ou multiplatine. Le batteur Tommy Lee Bass a découvert Neil. Ils se connaissaient à l'école et Bass pensait qu'il serait le choix parfait pour le groupe. Ils ont enregistré leur premier album en 1981 et leur deuxième en 1983. C'est cette entrée, Shout at the Devil, qui leur a apporté la gloire et la fortune et les a aidés à cimenter leur statut légendaire. Cependant, pendant que le groupe s'élevait, Neil et ses collègues ont commencé à décliner. Durant les années 80, ils étaient célèbres, comme de nombreux musiciens de cette période, pour leur consommation de drogue, notamment de cocaïne, lysergique acide diéthylamide et héroïne. Et le bassiste et cofondateur du groupe, Nikki Sixx, est devenu dépendant à ce dernier à un certain moment. Dans des interviews beaucoup plus tard, Neil a admis que ses problèmes d'abus de substances avaient commencé bien avant qu'il ne rejoigne le groupe, et il a par la suite lutté contre la dépendance à la cocaïne et à l'héroïne. Lui et ses camarades de groupe ont fini en cure de désintoxication à cause de leur consommation de drogue. Dans les années 1980, Hanoi Rocks était le premier groupe de rock finlandais en ascension à figurer dans les charts britanniques. Le public japonais les adorait et selon tous les contes, ils étaient prêts à conquérir le monde. Formés en 1979, ils ont lancé leur 5e album en 1984, dont le 2e single commençait à monter dans les charts. Décrit par le journaliste musical Ian Fortnum comme un éclair aveuglant d'amplification technicolore dans un monde autrement terne et monotone, Hanoi Rocks était destiné à rien d'autre que la grandeur, jusqu'à ce que tout s'effondre. En décembre 1984, Hanoi Rocks était en tournée aux États-Unis pour la 2e fois, ayant vendu 2 spectacles à Los Angeles en seulement 20 minutes. Arrivé le 8 décembre, plusieurs membres du groupe, y compris Nicholas Razzle Dingley, le batteur, à l'exception du chanteur Michael Monroe, qui se remettait d'une cheville fracturée, ont rendu visite à Vincent Neil chez lui à Redondo Beach. Après avoir passé une grande partie de leur temps ensemble à faire la fête, Neil et Razzle sont montés dans la voiture de Neil pour acheter plus d'alcool dans un magasin local. Cependant, Neil conduisait sous l'influence, et il ne fallut pas longtemps avant que le voyage ne sombre dans le chaos lorsqu'il a perdu le contrôle du véhicule et a heurté une voiture venant en sens inverse. Alors que les occupants de l'autre véhicule étaient gravement blessés, subissant même des lésions cérébrales, c'est Razzle qui a le plus perdu, mourant sur le coup. Neil, quant à lui, souffrait de quelques côtes cassées et de coupures superficielles au visage. Neil a par la suite été accusé d'homicide involontaire avec un véhicule et de conduite sous l'influence, son taux d'alcoolémie étant de 0,17, bien au-dessus de la limite légale en Californie à l'époque, qui était de 0,10. En décembre 1985, il a été condamné à 30 jours.
prison et 5 ans de probation. Il a également été condamné à payer 2 600 000 $ en dédommagement aux victimes de l'accident et a participé à 200 heures de service communautaire. Il a été libéré sur parole après seulement 2 semaines pour bonne conduite. Bien que ce soit la pire infraction de Neal, il n'est pas étranger aux condamnations pénales et a eu une longue histoire de conflits avec les forces de l'ordre au fil des années. En 2000-2002, il a été arrêté pour avoir frappé un producteur de disques sur un parking de boîte de nuit. L'année suivante, il a été arrêté pour agression d'une travailleuse du sexe au Nevada. Entre 2004 et 2016, il s'est retrouvé impliqué dans une bagarre qui a laissé un ingénieur du son inconscient, a été arrêté 2 fois pour conduite en état d'ivresse, a été accusé de voies de fait et de conduite désordonnée après s'être battu avec une ex-petite amie, a été poursuivi pour fraude et a été à nouveau accusé de voies de fait après avoir agressé une femme qu'il avait approchée pour demander une photographie à Las Vegas. Il aurait été maîtrisé par l'acteur Nicolas Cage. Le 3e album de Motley Crue, Theater of Pain, a été dédié à Razzle. Hanoi Rocks, quant à eux, ont eu du mal à se remettre de la perte de leur batteur et se sont dissous en 1985. Le chanteur principal Michael Monroe et le guitariste principal Andy McCoy se sont finalement réunis, mais cette nouvelle formation a été dissoute en 2009, après 8 ans ensemble. Certains des membres originaux du groupe, dont McCoy, ont exprimé leur colère et leur dégoût face aux conséquences juridiques des actions de Neal, déclarant, je cite, « C'était un crime ». Non seulement Razzle est mort, mais 2 jeunes gens ont été estropiés, et ce gars a passé 1 nuit en prison, s'en sortant avec un délit mineur. McCoy a également exprimé sa frustration que bien que d'autres membres de Motley Crue se soient excusés, Neal ne l'a jamais fait. Johnny Lewis. Né le 29 octobre 1983, Jonathan Kendrick Lewis a grandi à Los Angeles. Mieux connu sous le nom de Johnny Lewis, il était le cadet de 3 enfants et ses parents étaient des scientologues fervents. Après son diplôme de lycée, il a quitté pour faire carrière dans le cinéma. À la fin de son adolescence, Lewis a commencé à recevoir des rôles d'invité dans diverses séries dramatiques américaines, y compris dans Esprits criminels et Malcolm. En 2004, il a fait sa première apparition au cinéma en tant qu'Engelbert Kerry Wilson, un personnage secondaire dans le film de Hilary Duff, comme Cendrillon. L'année suivante, il est apparu dans Underclassmen, une comédie d'action avec Nick Cannon. Entre 2005 et 2006, il a joué Dennis Chili Childress dans The Orange County, et il a également joué dans la 5e saison de Smallville. Cependant, Lewis est peut-être mieux connu pour son rôle de Kip, Alf Sack Epps, dans les 2 premières saisons de Sons of Anarchy. En 2009, il a décidé de quitter ce rôle et a demandé à être retiré de la série. Kurt Sutter, créateur de la série, a déclaré, je cite, « Johnny était mécontent. Créativement, il voulait vraiment sortir de son contrat. » Le père de Lewis a déclaré, je cite, « Il a dit qu'il était parti car l'émission devenait trop violente. » Il ne voulait pas communiquer cela en tant qu'artiste. Lewis est ensuite apparu dans quelques films à petit budget et courts-métrages après son départ de Sons of Anarchy, semblant heureux de vivre de l'argent qu'il avait déjà gagné pendant qu'il travaillait sur son premier roman, apparemment sur un musicien doué à San Francisco. Vers cette époque, il a découvert que sa petite amie était enceinte, mais en 2010, le couple s'était séparé. Ils ont tenté de cohabiter pour leur fille, mais Lewis a finalement déménagé. Par la suite, le couple s'est retrouvé impliqué dans une longue et douloureuse bataille pour la garde qu'il a finalement perdue. Fin octobre 2011, Lewis a perdu le contrôle de sa moto et a eu un accident. Examiné à l'hôpital pour des signes de commotion cérébrale, il n'en a montré aucun et a été libéré. Cependant, ceux qui connaissaient le jeune homme de 27 ans ont été préoccupés par son comportement après l'accident. Son comportement est devenu de plus en plus bizarre et erratique, et son père l'a encouragé à subir plusieurs imageries par résonance magnétique que Lewis a toutes refusées. Pour aggraver les choses, son comportement étrange a rapidement escaladé, et il est devenu violent. Le 3 janvier 2012, Lewis a quitté la maison de ses parents à Northridge pour aller se promener. Toujours en bas de pyjama et en t-shirt, il a traversé le quartier, mais a rapidement entendu ce qu'il pensait être des cris de détresse provenant d'une unité voisine. Il a décidé de s'introduire, mais la maison était vide. Peu après, 2 hommes sont arrivés et ont demandé au jeune homme de 27 ans de partir. Au lieu d'obéir, Lewis a attaqué les 2 hommes avec une bouteille.
Il les a frappés tous les deux à la tête et s'est engagé dans une altercation physique avec eux, mordant même l'un d'eux au bras. Il a finalement été maîtrisé et retenu jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux. Lewis a été accusé d'effraction, cambriolage et agression armée. Il a affirmé agir en légitime défense et a été incarcéré. 3 jours plus tard, il a été transféré dans un service psychiatrique après avoir apparemment frappé sa tête contre du béton et tenté de sauter du 2e étage de la prison. Pendant 72 heures, il est resté en soins psychiatriques. Son compte-rendu de sortie indiquait plainte principale, traumatisme crânien contondant et suicidaire. Après 8 jours en prison, Lewis a été rendu à ses parents. Il est rentré chez lui avec 2 yeux au beurre noir, ressemblant à un blessé, brisé, selon sa sœur. Animal. Sa famille a noté qu'il ne voulait que personne ne le touche ou ne s'approche de lui, et il est devenu hypersensible à la lumière, finissant par désactiver le tableau électrique de la maison pour que les lumières ne puissent jamais être allumées. Malheureusement, les choses ne se sont jamais améliorées pour l'acteur. Il a tenté de mettre fin à ses jours dans les semaines suivantes, laissant ses amis et sa famille se relayer pour veiller sur lui et ne jamais le laisser sortir seul. Environ 1 mois plus tard, sa famille a jugé qu'il était plus stable et ils lui ont permis de vivre seul à Santa Monica. Mais moins de 2 semaines plus tard, le 10 février, il a été arrêté pour avoir assommé un homme à l'extérieur d'un magasin. Après avoir été libéré sous caution, il est entré dans l'océan à Santa Monica tout habillé et a été hospitalisé pour hypothermie. 1 semaine plus tard, le 18 février, il a été arrêté une fois de plus, cette fois pour avoir tenté de s'introduire dans la maison d'une femme. Il a de nouveau été libéré sous caution. Quelques mois ont passé, et en mai 2012, des amis ont commenté qu'ils ne le reconnaissaient pas, le décrivant comme quelqu'un qui, je cite, « avait un regard que j'ai seulement vu chez des vétérans de guerre perturbés ». Sa mémoire était éparpillée. Il oscillait entre une conversation lucide de base et l'incohérence. On a prescrit à Lewis des médicaments pour la schizophrénie et le trouble bipolaire, mais il a refusé de les prendre. Son père a noté qu'il n'a jamais reçu de diagnostic clair. Souffrait-il de maladie mentale ou avait-il une lésion cérébrale non diagnostiquée? Un agent de probation de l'époque a exprimé sa préoccupation, je cite, pour le bien-être non seulement de la communauté, mais aussi de l'accusé, ajoutant que Lewis semblait souffrir de problèmes de santé mentale et qu'il croyait qu'il continuerait, je cite, à représenter une menace pour toute communauté dans laquelle il pourrait résider. Les choses ont finalement atteint un point critique le 26 septembre 2012, lorsque Johnny Lewis, âgé de 28 ans, a été retrouvé mort à LA, à la Writers Villa où il vivait. Il avait séjourné à la chambre d'hôte en 2009 et était revenu à la villa à un moment donné en 2012. La propriété était détenue et exploitée par Catherine Harris, âgée de 81 ans, et était habitée par des stars montantes d'Hollywood, qu'elles soient actrices, écrivaines ou réalisatrices. Sur les lieux, la police a non seulement découvert Lewis, mais a également trouvé sa logeuse, décédée, et son chat de compagnie qui avait été tué et jeté sur le sol de la salle de bain. La Los Angeles Police Department avait été appelée sur les lieux après que les voisins avaient été violemment attaqués par Lewis et qu'ils avaient entendu Catherine crier. Une autopsie ultérieure a montré qu'elle était morte par strangulation manuelle. Et un traumatisme crânien dû à une force brute, le rapport du médecin légiste notant que le meurtre était particulièrement violent, ayant détruit le côté gauche de son visage. Son nez était fendu en son milieu et sa mâchoire supérieure était ouverte en 2. 4 plaies par perforation ont été trouvées sur sa joue gauche, probablement dues au crayon mécanique trouvé à côté de son corps. Lewis s'est enfui pour retourner chez Catherine après avoir agressé ses voisins, avant de tomber du toit ou du garage, mourant sur le coup. Son autopsie a révélé qu'il n'avait ni drogue ni alcool dans son système au moment de sa mort, malgré les spéculations selon lesquelles il aurait souffert d'une psychose induite par la drogue au moment de l'attaque, car il avait des antécédents d'abus de substances. Sa mort a été jugée accidentelle, car il n'y avait aucune preuve qu'il avait été poussé ou qu'il avait sauté volontairement du toit. Le motif de l'attaque contre Catherine est incertain, mais une rumeur parmi ses amis était qu'elle l'avait réprimandé pour avoir coupé l'électricité chez elle, ce qui a conduit Lewis à la frapper plusieurs fois avant de l'étrangler. Bien qu'un marteau ait été trouvé dans sa chambre, il n'est pas clair s'il l'a utilisé. Les enquêteurs ont supposé que Lewis avait écrasé le crâne de Catherine avant de diriger sa rage vers son chat. Les amis et la famille ont exprimé leur choc à l'annonce de la mort de Lewis et de ses actions avant de mourir. Suite à son décès, le créateur de Sons of Anarchy, Kurt Sutter, a tweeté « C'était une fin tragique pour un gars extrêmement talentueux qui malheureusement avait perdu son chemin.
J'aurais aimé être surpris par les événements d'hier soir, mais je ne l'étais pas. Je suis profondément désolé qu'une vie innocente ait dû être jetée dans son chemin destructeur. Oui, c'est un jour de deuil, mais c'est aussi un jour de prise de conscience et de gratitude. Malheureusement, certains transmettent le message en mourant. Oscar Pistorius. Oscar Pistorius est né le 22 novembre 1986 à Santon, Johannesburg, Afrique du Sud. Milieu de 3 enfants, il est né avec une hémimélie fibulaire, l'absence congénitale de la fibula ou os du mollet, dans les 2 jambes. À l'âge de 11 ans, Pistorius a eu la moitié inférieure de ses jambes amputées, mais cela ne l'a pas ralenti. Tout au long de sa scolarité, il s'est révélé être un athlète étoile, jouant au rugby et au water-polo et assistant à des cours de lutte. Il était un passionné de fitness et s'entraînait dans une salle de sport à Pretoria, le propriétaire de la salle de sport, remarquant que pendant 6 mois, il n'avait même pas réalisé que Pistorius n'avait pas de jambes, car il était un athlète si capable, participant à des régimes d'exercice qui comprenaient de la boxe, la corde à sauter et les pompes. En 2003, à 17 ans, il s'est blessé au genou lors d'un match de rugby. Pendant sa rééducation, il a été initié à la course et s'est rapidement pris au sport. Peu de temps après, il a eu ses premières lames de course ajustées par un prothésiste expert en Afrique du Sud, mais a finalement été référé à un prothésiste américain et sprinter paralympique nommé Brian Frasher, afin qu'il puisse être équipé de lames spéciales fabriquées par une entreprise islandaise, car les lames ordinaires se brisaient trop rapidement. À partir de 2004, Pistorius a commencé à participer à des compétitions de course professionnelles, y compris les Jeux paralympiques d'été de 2004, au cours desquels il a terminé 3e au total dans l'épreuve du 100 mètres pour les amputés d'un seul genou. Il s'est également qualifié pour la finale de l'épreuve de 200 mètres, qu'il a ensuite remportée avec un temps record mondial de 21,97 secondes. Au cours des 8 années suivantes, Pistorius a continué à participer à des compétitions de course professionnelles, remportant de nombreuses médailles d'or ainsi que plusieurs d'argent et quelques-unes de bronze. En plus de participer à des épreuves de sprint pour les amputés sous le genou, il a également participé à des épreuves de sprint pour non-handicapés. Il est listé comme le 10e athlète participant aux Jeux paralympiques et aux Jeux olympiques. Et en 2011, au championnat du monde d'athlétisme, il est devenu le premier amputé à remporter une médaille mondiale non handicapée en piste. Durant cette période de la vie de Pistorius, il était connu pour ses exploits athlétiques incroyables et surnommé Blade Runner par le public et les médias. Aujourd'hui, il est mieux connu pour le tristement célèbre tir sur sa petite amie. Le 14 février 2013, la police a été alertée d'une fusillade qui avait eu lieu sur la propriété de Pistorius. Sa petite amie de l'époque, Reva Steenkamp, 29 ans, logeait chez lui. Pistorius et Reva s'étaient rencontrés en 2012. Elle était considérée comme une célébrité de premier plan sur le circuit des célébrités sud-africaines et faisait souvent partie de la scène festive de Johannesburg. Après avoir obtenu son diplôme de l'université avec une licence en droit en 2005, elle a commencé à travailler comme parajuriste et comme mannequin, devenant le visage des cosmétiques Avon, jouant dans des campagnes pour la société de bijoux Savannah Diamonds et devenant une cover girl pour le magazine For Him Magazine. Les enquêteurs ont rapidement appris que Reva était la victime de la fusillade chez Pistorius. Elle s'était retrouvée morte, touchée mortellement à la tête et au bras par des tirs. Pistorius affirmera plus tard avoir pris sa petite amie pour un intrus, a tiré 4 fois à travers une porte de salle de bain fermée. 3 de ces balles ont touché Reva. Pistorius a ensuite défoncé la porte de la salle de bain avec une batte de cricket et aurait tenté de ranimer la jeune femme de 29 ans tout en appelant à l'aide. L'un des premiers à arriver sur les lieux était un voisin et médecin qui a tenté d'ouvrir les voies respiratoires de Reva en utilisant une manœuvre de levée de la mâchoire. Cependant, il a noté qu'elle n'avait pas de pouls, ne montrait aucun signe de respiration, et ses pupilles étaient fixes et dilatées. Les tentatives de la réanimer ont été vaines. Pistorius a admis aux autorités lors d'une audience 5 jours plus tard qu'il avait tiré 4 fois sur Reva, mais qu'il pensait qu'elle était une intruse. Il a plaidé non coupable, ajoutant qu'il avait été effrayé par le bruit et qu'il était dans un état d'esprit vulnérable sans ses jambes prothétiques. Néanmoins, il a été accusé de meurtre, et son procès a commencé le 3 mars 2014 à la Haute Cour de Pretoria. Le 20e mai, le procès a été reporté afin que Pistorius puisse subir une évaluation psychiatrique.
Bien qu'il ait été diagnostiqué avec un trouble anxieux généralisé, le procès a repris le 30 juin car il a été établi que son trouble ne fausserait pas sa notion du bien et du mal et qu'il pourrait être tenu pénalement responsable de ses actes. Des voisins ont témoigné avoir entendu le cri glaçant d'une femme la nuit de l'incident, ainsi que des coups de feu et un homme criant à l'aide. Les procureurs ont déclaré que Pistorius avait disputé avec Reva cette nuit-là, la poussant à se retrancher dans la salle de bain. Pendant le procès, Pistorius est monté à la barre pour se défendre. Il a présenté des excuses à la famille de Reva, mais a continué à soutenir que le tir avait été un accident. Malgré ses larmes au tribunal, des rumeurs, ensuite démenties par Pistorius, prétendaient qu'il avait suivi des cours de théâtre avant sa comparution. Les plaidoiries finales dans l'affaire ont été entendues les 7 et 8 août. Le mois suivant, le 12e septembre, Pistorius a été reconnu coupable d'homicide involontaire. En Afrique du Sud, l'homicide involontaire est défini comme un meurtre illégal et négligent d'un être humain et est similaire à la décision américaine de l'homicide involontaire. Pistorius a également été reconnu coupable d'une accusation liée à une arme à feu pour mise en danger imprudente liée à un incident où une arme à feu a été déchargée dans un restaurant. Le 21 octobre, il a été condamné à 5 ans maximum pour homicide involontaire et à une peine de 3 ans avec sursis pour la condamnation liée à l'arme à feu. Cependant, le 19 octobre 2015, soit moins d'un an plus tard, Pistorius a été libéré de prison. Il a ensuite été mis en résidence surveillée et sous surveillance correctionnelle pour les 4 années suivantes. La famille de Reva, quant à elle, a parlé de pardon et d'empathie, déclarant, je cite, « Je ne voulais pas qu'il soit jeté en prison et qu'il souffre parce que je ne souhaite la souffrance à personne, et cela ne ramènera pas Reva. » Moins de 2 mois plus tard, le 3 décembre, une cour d'appel sud-africaine a annulé sa précédente condamnation et a jugé qu'il était coupable de meurtre au premier degré. La Cour a exprimé sa conviction qu'un rejet des preuves circonstancielles et une mauvaise interprétation des lois avaient amené le parquet à ne poursuivre Pistorius que pour le délit moindre d'homicide involontaire l'année précédente. Le juge Eric Leach a noté, je cite, « Je n'ai aucun doute que, en tirant les coups de feu mortels, l'accusé a dû prévoir, et a donc prévu, que quiconque se trouvait derrière la porte des toilettes pourrait mourir, mais s'est réconcilié avec cet événement et a joué avec la vie de cette personne. L'identité de sa victime est sans pertinence pour sa culpabilité. » En conséquence de ce nouveau jugement, à l'été 2016, Pistorius a été condamné à 6 ans de prison pour le meurtre de Reva. Bien que pour beaucoup cela représentait une amélioration par rapport à ses 4 ans de résidence surveillée, l'Autorité nationale de poursuite judiciaire d'Afrique du Sud a soutenu que c'était une peine beaucoup trop clémente et disproportionnée par rapport au crime. Une nouvelle peine a donc été prononcée l'année suivante. Pistorius, maintenant âgé de 31 ans, a été condamné à 13 ans et 5 mois de prison. Un juge de la Cour suprême nommé Willie Seriti a noté que l'ancienne star du sport n'avait pas réussi à expliquer pourquoi il avait tiré les coups de feu mortels et a souligné son manque de remords lors des audiences judiciaires. Il a ajouté que la précédente peine de 6 ans était choquamment clémente, à tel point qu'elle a pour effet de banaliser cette grave infraction. Au cours des années depuis que Pistorius est entré dans le système carcéral, June Steenkamp a créé une fondation au nom de sa fille, visant à mettre en évidence la violence contre les femmes et les enfants. 10 ans plus tard, elle pleure toujours Reva, déclarant « Nous l'aimons tellement et elle nous manque ». Une partie de sa vie nous a quittés, mais nous la retrouverons un jour, ce que nous espérons ardemment. Et voilà, vous avez les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.